Bonjour à tous et bienvenue dans la 13e émission de Endzone maintenant. On attaque donc la 16e week pour la semaine prochaine. Mais là, on va vous débriefer surtout cette week 15 qui est venue avec Coco. Et surtout, on a eu de belles surprises. Oui, et avant tout, on rappelle que ça y est, le média, le Money Time a changé. Maintenant, c'est devenu Endzone, donc 100% football américain. Ça n'exclut pas évidemment le NCAA, ainsi que les ligues européennes, etc. Quand on dit football américain, ce n'est pas que la NFL. Non. En tout cas, Endzone garde cet aspect NFL, mais voilà, en tout cas, le média a changé, il faut le noter. Ouais, et sûr. maintenant, ce sera un épisode tous les lundis, comme d'habitude. Sur notre chaîne YouTube. Le Money Time devient donc Endzone définitivement et vous pouvez nous suivre jusqu'au Super Bowl. C'est ça. 2025. Donc. Et après vous aurez du contenu différent mais qui ramène toujours au football américain. Bon voilà, on y va, c'est parti, week 15 à débriefer et on a eu pas mal de matchs intéressants. Mais c'est pas le premier dont on va parler. C'est peut-être pas le premier dont on va parler effectivement parce qu'on a eu un match sans aucun touchdown, le TNF entre les Rams et les Niners, 12-6 victoire des Rams. Les Rams confirment, mais c'est surtout le premier match de la saison sans touchdown, donc il n'y a pas grand chose à redire, on va dire. Les Rams devaient gagner, les Rams l'ont fait. Maintenant, quelle calamité c'était ce match. C'est pas, honnêtement, des deux côtés, offensivement, il n'y avait rien. Ouais. Ce qui est surprenant du côté des Rams. Ils se sont remis à leur kicker et honnêtement, c'est ce qui a fait la différence. Mais les Rams sont beaucoup plus produits, mais sans vraiment avoir de situation concrète. Les Niners l'ont payé cash. Et les Niners sont définitivement dans la crise. Là, clairement, c'est fini pour les playoffs. Ils sont quasi éliminés les playoffs. Leur bilan est à 6-8. Est en 6-8. Dire qu'ils avaient la main mise à un moment, c'est quasi fin de saison pour eux. Quelle déception. Je vois pas comment ils peuvent encore être qualifiés, surtout qu'en plus ils sont 6-8 dans une conférence NFC qui est pour moi la plus relevée en termes de. C'est la plus disputée la plus disputée, effectivement, où tu as dans une division trois équipes qui vont aller au playoff. Donc pour moi, c'est terminé pour les Niners. Ça l'est déjà, on va dire, depuis 2 semaines, on le disait. Mais là, cette défaite contre les Rams, en plus des concurrents directs pour les playoffs, ça te met un coup de massue. Et là, il va falloir tout revoir du côté de San Francisco parce qu'il n'y a rien qui va cette saison. C'est quand même fou pour des finalistes de l'année dernière, quoi. On disait la semaine dernière, le coach a été maintenu. Maintenant, je pense qu'il y a tout à revoir. À ce qui paraît dans les dernières informations, le head coach et le manager général des Niners devraient partir, mais rejoindre le même club les deux, en fait. Il veut pas se lâcher. Donc pour l'instant, on ne sait pas on ne connaît pas l'avenir des Niners, mais les deux, en tout cas, ne vont pas bouger, vont pas se séparer, en tout cas. C'est un bon bordel et donc du coup, c'est fini pour la post-season. Ouais. On va leur souhaiter de bonnes vacances à Cancun et surtout pour mieux revenir la saison prochaine. Ouais, il va falloir être bon au niveau des choix de la draft aussi. On a eu les Chiefs face aux Browns, on va pas trop s'attarder dessus, mais victoire des Chiefs encore une fois, 21-7 face à Cleveland et à noter surtout la blessure de Patrick Mahomes. Plus de peur que de mal, parce que je peux te dire que quand je regardais le match et que j'ai vu Patrick Mahomes être tordu dans tous les sens sur un plaquage, je me suis dit ça y est, c'est fini. C'est exactement ce dont on parlait il y a quelques semaines. On disait que si Mahomes n'était pas là, cette équipe n'irait pas au Super Bowl, en tout cas pas loin au playoff. Et finalement, plus de peur que de mal. On croyait que c'était le genou, finalement c'est la cheville. Et ce serait 2 matchs grand max d'incertitude. Donc peut-être qu'il va même jouer ce week-end. De toute façon, je sais pas toi, mais est-ce qu'il doit rejouer de la saison ? Mais pour moi, mais encore une fois, ça ne sert à rien de persister à le faire jouer contre les Browns. Excusez-moi, mais autant le faire jouer une mi-temps, ok. Les Browns, c'est fin de saison, ils sont en 3-11 maintenant. Tu mènes le match, tu le domines. Pourquoi tu persistes à le faire jouer encore une fois ? Là, on dirait, là-dessus, il est un peu fautif parce que il fait trop jouer ses joueurs importants alors que les Chiefs sont déjà qualifiés pour les playoffs, champions de leur division et clairement ils ont une avance. Le seul enjeu c'est d'être numéro 1. Puis à mon avis même sans leur quarterback titulaire, ils peuvent réussir à faire quelque chose. On a eu les Dolphins face aux Texans, tu voulais juste rajouter un truc ? Non, j'allais te proposer un autre match, mais allons du côté de Miami. Miami qui donc s'est fait vaincre 12-20 contre Houston.
Houston devait simplement assumer son statut de favori face à Miami. Miami a quand même bien répondu, mais ça a été trop court et quand même on sentait qu'il y avait une gamme d'écart entre les deux. Ça s'est joué à rien sur une interception en fin de match qui a coûté cher pour les Dolphins, et c'était une des dernières actions et ils sont interceptés d'une manière exceptionnelle, et derrière voilà, Miami ne s'impose pas et c'est triste pour eux parce que là je pense que ça scelle définitivement leur place au playoff. Je sais pas ce que t'en penses. Ils obtiennent du coup le même bilan que les Niners. Cependant ils sont pas dans la même division, donc c'est sûr que même pour eux ils ont toujours une chance. Malheureusement là il fallait pas perdre ces matchs là, et ils dépendent surtout des résultats des Broncos, on va le voir avec les Broncos. Les Broncos, ça s'est passé pas mal différemment. Juste pour terminer, c'était le match qui était gratuitement diffusé sur 6play, sur M6+ pour être précis, et puis voilà, les Texans pour eux sont qualifiés pour les playoffs, ils rejoignent ces équipes qualifiées, donc Houston, c'est plutôt une belle saison quand même pour Houston, hein. Bien sûr, et puis le sophomore CJ Stroud qui éclabousse la ligue un peu plus de son talent chaque jour. Là, il n'a pas été encore mirobolant, mais il a quand même inscrit ses 2 touchdowns à la passe, c'est suffisant pour s'imposer du côté de Houston. Donc honnêtement, Houston est très intéressant et risque d'être un petit poil à gratter en playoff. Je sais pas ce que t'en penses. Complètement, il va falloir faire attention à cette équipe, et comme plusieurs équipes d'ailleurs de cette ligue. On a eu les Ravens face aux Giants, les Ravens qui confirment victoire 35-14, grosse victoire, grand Lamar Jackson, 5 touchdowns à la passe, c'est juste fou, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. C'est dans ses standards face aux Giants. C'est exactement ça. On a eu les Commanders face aux Saints, compliqué pour les Commanders, ça devient de plus en plus dur pour aller chercher les playoffs. Victoire 20-19 face aux Saints. Les Bengals, un match aussi très très bizarre face aux Titans. Un festival d'interceptions, de pénalités, 37-27. Un match vachement haché, des fumbles dans tous les sens. Jordan, on l'a regardé du coup juste avant, mais Jordan Battle qui lâche le ballon en voulant, on sait toujours pas s'il voulait célébrer ou juste changer de main. Le commentateur en fait dit qu'il veut changer de main. On est d'accord qu'il veut célébrer. Tu ne changes pas de main quand tu arrives à la end zone. Il veut célébrer et il le sait. C'est juste le résumé de la saison clownesque des Bengals. Quand on voit que actuellement le meilleur receveur de la ligue, c'est Ja'Marr Chase, le meilleur quarterback de la ligue, c'est Joe Burrow, parce qu'en termes de stats, c'est factuel. Les stats individuelles montrent ça. Ja'Marr Chase est le meilleur, a le plus de réceptions, a le plus de yards réceptionnés. Et pourtant. Et ils ont l'un des meilleurs rating de tackle dans leur rang défensif. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc techniquement, dans les individualités, ça marche. Mais collectivement, c'est cata. C'est cata. Bon, ça gagne contre les Titans, mais t'es obligé d'en foutre 37 aux Titans parce qu'ils t'en mettent 27 aussi. C'est ça qui est compliqué. Et puis, encore une fois, pour revenir sur Jordan Battle, c'est tellement une faute professionnelle. On a déjà vu cette année avec les Jets. C'était au mois de novembre, à Halloween, justement. Ouais. On a eu déjà ce passage-là. Cette année, on se dit, bon, voilà, c'est une faute professionnelle. Tout le monde va apprendre de ses erreurs. Et quand tu vois tes adversaires qui font ça, tu te dis, OK, on va pas reproduire ça. Ouais, bien sûr. Et là, il nous fait. Il a du savon sur les mains dans la end zone. C'est n'importe quoi. Et puis, ça aurait pu coûter très cher pour les Bengals. Heureusement, victoire quand même 37-27. Ouais. Mais ouais, c'est un gros match de T. Higgins et de Chase Brown. Ouais. Donc voilà, ça gagne à Cincinnati. Est-ce que ce sera assez pour les playoffs? On a eu les Eagles face aux Steelers. C'était un gros match dans cette conférence NFC. Parce que là, les Steelers et les Eagles, c'était les deux équipes en forme du moment, surtout les Eagles. Et les Eagles confirment victoire 27-13 à Philly. Quelle victoire! Et franchement, j'ai vu une masterclass de Philly, dans le sens où on connaît l'aspect défensif des Steelers de Pittsburgh. On sait que c'est une équipe très défensive. Et les Eagles ont joué avec ça. Et ils les ont surmenés. La défense était complètement à la rue. C'était la première fois cette saison qu'on voyait ça. Ouais, à noter énormément de fumbles et de problèmes d'interférence de jeu dans le premier quart-temps. Ce qui a donc annoncé la couleur du côté de Pittsburgh. À noter un très bon match de A.J. Brown, le wide receiver de Philly. Le duo Brown-Hurts, ça y est, il se sort retrouvé. Exactement. À noter un bon match de Smith aussi, qui a avec 11 réceptions, 109 yards, un peu dans les mêmes standards que A.J. Brown.
mais voilà, AJ Brown a été clutch, a été très important et a été en fait une sorte d'opportunité, d'alternative très importante à Philly. Là, on a vu que Saquon Barkley a été complètement fantomatique. Mais c'est normal. Et on peut pas jouer à la passe et au rush en même temps. Donc, et puis même, on se le disait aussi, mais ça devient de plus en plus normal que Saquon soit muselé à chaque match, effectivement, parce que on connaît maintenant la force des Eagles. Maintenant, enfin, on disait que c'était par le sol, et au final, on voit que dans les airs, Jalen Hurts et Jay Brown, c'est parce qu'ils ont justement cette pluralité offensive qui leur permet de pouvoir ajuster leur jeu. Et ils ajustent à chaque match. Exactement. Et ils s'adaptent aux adversaires. C'est ça qui est très fort chez les Eagles. Et on va clairement ouvrir le débat, Val, mais les Eagles, finalement, ça va au Super Bowl cette année? Honnêtement, c'est du très très lourd. À voir avec. Ils ont quand même de la forte concurrence avec les Lions et tout ça. Peut-être, mais pour moi, c'est l'équipe la plus complète de cette ligue, alors que pourtant, ils partaient très très mal. Bien sûr. Et là, ils enchaînent. C'est quand même fou. Ça fait un moment qu'on dit qu'ils partaient mal, mais bon, ça fait partie du jeu de début de saison. Ouais, le temps de se trouver, en fait. Exactement. Ça, honnêtement, il n'y a rien de pas rassurant quand on voit leur début de saison, mais par contre là on est de plus en plus rassuré et en fait ça devient une machine de guerre, Philly. Je ne vois pas quelle équipe aujourd'hui, actuellement en tout cas en conférence NFC, qui pourrait battre les Eagles. Il y a les Lions. On parle des Lions, mais les Lions, on l'a vu, et en plus de ça, d'ailleurs on va y venir après, mais ils perdent de sacrés noms. Montgomery, fin de saison. Et ils commencent à être décimés par les blessures. Donc là, c'est là où tu te dis quelle équipe peut vraiment rivaliser aujourd'hui avec Philly pour aller au Super Bowl. C'est triste pour eux et pour Dan Campbell parce que c'est une saison qui maintenant va peut-être s'atténuer. On reparlera du coup des Lions on va y aller direct plus tard. Ça nous fait une transition. Les Lions qui affrontaient les Bills à Détroit, victoire des Bills 48-42. On va clairement se le dire, c'était le match de cette saison régulière. Il fallait absolument pas le rater, c'était exceptionnel. 90 points en un match. C'est du très très rare en NFL et juste des prestations offensives exceptionnelles. Défensivement, ça a été cataclysmique des deux côtés. Enfin voilà, quand on voit la défense des Lions, on se dit que c'est pas possible que ça passe aussi facilement. Mais les prestations offensives, il faut quand même mettre un petit mot dessus parce que ça a été extraordinaire. On parle quand même d'une équipe en 12-1 et d'une équipe en 10-3 qui s'affrontent. Deux équipes qui honnêtement sont largement prétendantes au Super Bowl si on veut quand même pas parler de la finale de conférence. Si on voit plus loin, les stats sont... J'ai un Jared Goff à 494 yards et 5 touchdowns à la passe. Et il perd. C'est ça qui est fou. Non mais faut se le dire. Comment tu peux avoir des stats comme ça et perdre alors que Jared Goff... Non mais c'est ça qui est fou, c'est que Jared Goff, on se rappelle quand il avait fait je crois 4 ou 5 interceptions dans le match, les Lions avaient gagné. Là il met 5 touchdowns à la passe, ils perdent. Plus de 500 yards délivrés. Mais c'est parce qu'en face il y a un homme et une équipe qui honnêtement... c'est bien, on peut dire qu'ils sont en 11-3, ils ont perdu 3 matchs, sauf que ça gagne contre les gros. Ça va gagner les Chiefs qui étaient invaincus, ça vient gagner les Lions qui étaient sur une série de 11 victoires sans défaite. Du coup, c'est des victoires. Non, mais c'est vrai que c'est assez fou parce que tu te dis, oui, les Bills, dans leurs défaites, c'est des défaites bidons, quoi. Par contre, quand tu regardes le palmarès au niveau de la victoire, enfin, quand tu regardes leur série de victoires, tu te dis, ok. Comme tu as dit, il y a les Chiefs dedans. Exactement. Il y a la série d'invincibilité. Il y a les Chiefs, il y a les Lions, il y a tout ça. Et l'équipe tourne juste trop bien. Au niveau des Lions, il y a eu petite alerte concernant Gibbs. Rien de bien grave. On va voir ce que ça donne. Pas encore trop d'indications sur sa blessure. Pas encore d'indications. Par contre, on a McNeil et Montgomery. C'est fin de saison pour eux, terminé. Montgomery est touché à un ligament et une déchirure d'un ligament. Et donc, du coup, c'est terminé pour lui. Et donc, c'est gros coup dur d'avoir un running back comme ça, out, alors qu'on arrive aux playoffs. Surtout que l'équipe tournait magnifiquement bien. Les forces offensives étaient en présence. Il y avait quand même largement de quoi faire, et les Lions, on est quand même bien dégoûté de les voir être handicapés à ce stade-là de la compétition. On rappelle que c'est une équipe
qui ne jouent pas les playoffs chaque année. C'est vrai. On passe maintenant à d'autres matchs avec notamment les Packers face aux Seahawks. Gros match. De toute façon, il y a eu beaucoup de belles affiches parce qu'on n'a plus de bye week. Ça y est, on approche tellement de la fin que là, tous les. C'est pour ça qu'on s'attarde un peu plus sur le résumé des matchs. Exactement, parce que toutes les équipes jouent maintenant. Et d'ailleurs, on va y venir après. Mais à Noël, on aura un match par jour pendant toutes les vacances de Noël et de l'an, les fêtes de fin d'année. Et donc, on a eu les Packers face aux Seahawks. Gros match de Green Bay. Victoire 30-13 face à une équipe qui était en forme, il faut pas se cacher, qui nous faisait de plus en plus peur, et au final, ils les ont réduits à une petite équipe. Non, Seattle n'a pas été l'équipe qui allait faire tomber les Packers, parce qu'en fait, les Packers, ça veut les playoffs. Veut les playoffs. Ça joue terriblement bien. Et en fait, ils viennent faire chuter cette équipe qui est en pleine confiance, qui est Seattle, et qui, eux, sont des chiens galeux parce qu'ils veulent aller chercher la off-season. Ouais. Donc maintenant, ça va être juste important de voir comment Green Bay va gérer. Du coup, ils sont quand même en 10-4. Et troisième. Ils sont troisième de conférence. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou d'être troisième en 10-4 dans ta division, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont playoff. Et c'est important parce que, en fait, mine de rien, ils font leur bonhomme de chemin tranquille, mais quand on va les jouer en playoff, ça, à mon avis, ça va grincer des dents. Je pense que oui, ça va grincer des dents parce que, encore une fois, les Bills ont dit oui, c'est incroyable, les Lions, c'est incroyable. Quand ça passe en mode playoff, c'est une autre saison qui joue. Enfin, c'est plus le même foot américain, c'est plus la même ligue en fait quand on passe en mode playoff parce que les équipes changent complètement. C'est du win or go home, c'est ça. T'as pas plusieurs matchs comme en NBA en fait, c'est ça le truc des playoffs, c'est que t'as pas plusieurs games. Là, c'est une game et tu dois tout donner. C'est comme au football à la Coupe du Monde, tu vois. C'est la même chose. On va passer aux Jets face aux Jaguars. Bon, on va y passer rapidement. Victoire 32-25 de New York. Enfin, et New York gagne. Ouais, enfin. Et c'était compliqué quand même pour New York, mais à noter un grand Davante Adams. Ouais, deux équipes qui ne jouent plus rien, mais qui, on va dire, ont tous les deux envie de bien jouer, de bien finir cette saison. C'est ça. C'est pas le match sur lequel on s'est attardé, mais honnêtement, on risque de reparler de New York dans une autre catégorie. Exactement, et on a eu les Cowboys de Dallas face aux Panthers, victoire des Cowboys 30-14. Il y a quand même toujours ce maigre espoir de play-off. Non, je crois qu'ils sont éliminés. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, ils sont entre l'élimination et le petit espoir d'aller en play-off. Mais je pense que ça suffira pas. Non, c'est quasiment mort. C'est quasiment mort, et puis voilà, ils sont trop. Ça dépendra des résultats des Broncos. Donc. Exactement. On a eu les Bucks de Tampa Bay. Ça y est, enfin ça carbure parce que là on attendait un gros match et ils l'ont fait face aux Chargers. Pareil, une belle équipe cette saison qui est difficile à jouer. Les Chiefs en sont témoins et victoire quand même 40-17. Mais c'est une équipe de playoff, les Chargers. Ouais. Et donc de les voir en difficulté comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on aurait donné, mais on connaît le potentiel offensif des Bucks. Mayfield est important. Quand Mayfield est aussi important, là c'est 4 touchdowns, 22 sur 27, donc un pourcentage quasi 80% irréprochable quasiment. Ouais. 288 yards à la passe et 25 yards en rush, mais ça en dit long en fait sur juste le potentiel offensif de cette équipe. Ah oui. Mais sauf que en fait c'est trop irrégulier et pour moi c'est pas une équipe qui ça n'ira pas loin. Non, qui je suis pas séduit par cette équipe mais en fait ça va être un trouble juste important pour les autres équipes de NFL, et c'est une équipe qui a joué les troubles faits à mon avis. C'est ça, et puis moi je te rejoins en fait sur le fait que c'est pas une équipe qui est séduisante parce que on l'a dit, l'attaque exceptionnelle. Pour moi, c'est la meilleure attaque de la ligue en termes de collectif. Forcément, si tu prends les joueurs individuellement, c'est pas la meilleure attaque. Mais quand on voit le nombre de points qu'ils mettent par match depuis le début de saison, c'est juste hallucinant. Même quand ils perdent, ils en claquent pas mal. Mais par contre, ce qui leur porte défaut, c'est cette irrégularité et c'est cette défense qui ne tient pas, qui n'est pas assez solide pour prétendre aller loin dans les playoffs. Je pense qu'ils vont aller aux playoffs, ils sont quasiment presque qualifiés, même si c'est une division assez compliquée. Mais pourquoi faire en fait ? Pourquoi ils vont aller aux playoffs ? C'est-à-dire que derrière, il n'y a aucune ambition. On sait que ça va être très difficile d'aller choper la finale de conf. Ouais. Franchement, à quoi bon ? En fait, ils viennent punir ces Chargers que eux ont pensé pour le coup
coup. Sur leur petit bonhomme de chemin, voilà, ils sont qualifiés pour les playoffs quasiment. Et en fait, là, ils viennent de se mettre un petit bâton dans les roues. Et l'équipe de Justin Herbert, là, honnêtement, il va falloir surveiller cette fin de saison. Attention, parce que les Broncos. Exactement, les Broncos qui reviennent. Et on va parler des Broncos, ça fait une belle transition. Victoire 31-13 face aux Colts. Indiana. Et surtout que les Broncos, là, reviennent à hauteur des Chargers dans la division avec les Chiefs, la AFC West, pardon. Et là, on se dit clairement que les Broncos, ça va passer devant les Chargers et ça va aller aux playoffs, surtout avec un Bonix qui est juste extraordinaire cette saison. Pour une saison de rookie, il est pas mal. Ouais. Non, honnêtement, on va en parler plus tard, mais c'est vraiment un mec qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, qui était quand même vachement délaissé par les scouts et les scouting reports. Mais en fait, ça fait juste... c'est agréable, c'est un style de jeu atypique. Et honnêtement, moi j'adore regarder ce joueur jouer et ça me donne envie de regarder les Broncos. Ouais, c'est ça, parce que quand tu regardes son style, même lui, comment il est physiquement, etc., il n'a pas la gueule d'un gros rookie. Non, absolument pas. C'est ça qui est fou, et il se retrouve là à concurrencer Jayden Daniels pour le titre de rookie de l'année. On va en parler après, mais voilà, c'est une belle saison de la part de Bonix et de la part des Broncos qui reviennent un petit peu des bas-fonds de la ligue. Mais du coup, les Broncos prennent cet avantage sur les Chargers, donc ils sont maintenant juste derrière les Chiefs en 9-5. Et les Chargers sont descendus en 8-6. En 8-6, ok. Je pensais qu'ils étaient à égalité, mais effectivement, non. Il y a quand même ce petit écart. On a eu les Cardinals face aux Patriots, victoire des Cardinals logique, 30-17. On a eu les Vikings face aux Bears, les Vikings qui l'emportent d'une manière un petit peu... Enfin, c'était pas exceptionnel. Victoire 30-12 face aux Bears. Et à noter un match calamiteux de Caleb Williams. Ouais, moi j'ai pas du tout aimé. Les stats sont un petit peu fausses parce que il inscrit ce touchdown tardif. Ouais. Mais quelle imprécision à la passe, quel manque de tout, des mauvaises décisions sans cesse. Et surtout, il s'est fait punir par la défense des Vikes. Ouais. Et ça te met pas dans un bon match. Ça te met pas dans un bon match, et on en parlait en off tout à l'heure, mais Caleb Williams aujourd'hui est vu à New York et par la presse américaine comme quelqu'un d'exécrable, de mauvais en termes de niveau de jeu. Niveau de jeu, c'est sûr qu'on l'attendait à un autre niveau que celui qu'on voit maintenant sur les terrains. J'ai vu marquer quand même qu'il est passé de mauvais ces derniers temps à vraiment calamiteux, quoi, exécrable. C'est vrai, on en parlait. C'est fort, mais... Rappelons-le, dans les 5-6 premiers épisodes d'Endzone, il était dans cette course au rookie de l'année face à Jayden Daniels. On se disait, mais qui va prendre le dessus ? Ça s'est fait naturellement. Jayden Daniels, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat, même si on va en parler après. Mais Caleb Williams, on l'a enlevé d'un coup de la course, tellement il était mauvais. Et c'était loin d'être l'outsider en plus. C'était vraiment le favori face à Jayden Daniels. Donc... décevant. Poser des questions du côté de Chicago. Ouais, peut-être le mettre sur le banc pour les prochains matchs à voir. Et puis enfin, on a eu les Raiders face aux Falcons. Victoire des Falcons dans la douleur, 15-9 face à la pire équipe, je pense, cette année de la Ligue. Voilà, un touchdown inscrit pour 9 interceptions sur les 5 derniers matchs de Kirk Cousins. Juste à noter la statistique effrayante. Il a été annoncé donc qu'il allait être bench pour le prochain match, et c'est le second quarterback, donc remplaçant le rookie qui va donc débuter à sa place. Tant mieux, parce que les derniers matchs des Falcons, excuse-moi, mais Kirk Cousins, c'était tellement mauvais. Le nombre d'interceptions où tu te demandes si ce mec a de l'expérience ou alors est juste un rookie pris dans les derniers tours de la draft. Moi je me suis posé des questions, parce que tu le prends pour être clutch, tu le prends pour les moments importants dans le dernier quart-temps. C'était en fait Kirk Cousins, c'est vraiment l'homme du dernier quart-temps. Ouais. Et au final, dans le dernier quart-temps, il te lâche des interceptions de rookie. Donc là, c'est sûr que ça peut pas avancer à ce niveau-là. Ouais, ça va pas avancer du tout pour les Falcons. À noter aussi dans les petites infos qui sont passées, donc comme on l'a dit, au niveau des blessures, Montgomery et McNeil, c'est terminé. Max Crosby également, fin de saison pour lui du côté des Raiders. Voilà, pour les équipes qualifiées pour les playoffs, on a donc les Chiefs, les Bills, les Eagles, les Texans, les Steelers et les Lions pour l'instant d'officiellement qualifiés. Évidemment, il y en a plein qui sont en ballottage favorable, comme les Packers notamment. Et puis à noter également qu'Odell Beckham Jr. et les Dolphins, c'est fini. Alors après 9 matchs. C'est déjà fini. Voilà, la rupture de contrat entre les deux. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus ? Non, c'est dommage, parce que après, est-ce qu'on en attendait beaucoup de lui ? Non. Le nom, en tout cas,
t'attends forcément beaucoup. Non, bien sûr, mais il n'était pas arrivé du tout dans l'optique d'être l'option numéro 1 au poste de receveur. C'est bien pour l'expérience, pour le vestiaire. Il a fait sa petite pige au Ravens l'année dernière. Ça avait un petit peu marché, mais pas trop. Est-ce que ce serait pas temps d'arrêter ? Parce que là, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Odell Beckham Jr. là, pour la suite ? Le problème, c'est que je vois pas où est-ce qu'il peut atterrir d'autres. Ouais, c'est ça. C'est des franchises là qui avaient du cap et donc ils avaient pris cette option. C'est cher quand même, Odell Beckham, c'est 9 millions d'euros par an. Puis c'est un peu. Pour le rendement qu'il a. Ah oui. Juste pour le rendement, 9 matchs pour seulement 9 réceptions et 55 yards. 0 touchdown. En 9 matchs, c'est dire le non-rendement de la part d'Odell Beckham Jr. Et ouais, c'est quand même une star, quoi. Enfin, t'en attends beaucoup plus de lui. Ouais, c'est une page qui se tourne, j'ai envie de dire, d'une époque radieuse où les Giants dominaient la NFL. Et qui nous faisaient des actions exceptionnelles à chaque week. Je peux pas refaire l'histoire, évidemment. Et ben, on va passer à l'action du week 15. On a 2 belles pépites à vous montrer. Val, je te laisse commencer. On va retourner à New York. Ouais, bien sûr, on est donc au MetLife Stadium à New York et on est dans le money time, si je puis dire. Il reste 3 minutes 30 et Aaron Rodgers envoie cette sublime passe qui fait plus de 40 yards dans les petites mains de Davante Adams, pardon. Et ça permet du coup aux Jets de prendre 7 points d'avance et donc de s'imposer tranquillement dans cette fin de match face aux Jaguars. Et puis il élimine aussi 3 plaquages. Bien sûr, mal, sur la fin. On sent qu'il est un petit peu sur la fin, mais, au niveau de la course, tu le sens, il est lent quand même. Tu sens qu'il il a plus ses jambes d'avant. Mais c'est quand même un mec qui a des déplacements et des déplacements juste impressionnants. Ouais, et puis dans ce match, il a eu aussi pas mal de belles actions. Voilà. Et le premier touchdown. Il y a eu notamment ce premier touchdown, et puis je me souviens d'une action où Aaron Rodgers, il envoie un caviar à Davante. Davante, il se retourne pour l'avoir. Enfin, il élimine son vis-à-vis qui est juste. Enfin, l'action est folle. Et c'est vrai que ça fait partie des belles actions de Davante Adams dans ce match. Pour un vétéran, c'est juste encore impressionnant. Ça. À 31 ans, après ça, vétéran, c'est quand même fou, mais oui, c'est vrai que c'est non, américain. Exactement. C'est ça. Nous, on va aller à New Orleans face à Washington avec une action. Moi, c'est plus l'action qui est folle. Regardez. Donc là, on est dans le drive de New Orleans et puis voilà, regardez cette passe, elle est juste folle de la part d'un receveur. C'est ça qui est fou pour Alvin Kamara qui est un running back et qui va réceptionner cette balle dans la end zone avec une main. C'est ça qui, je trouve, exceptionnel. C'est même pas le quarterback qui lance et c'est non pas le receveur qui réceptionne. Là, les rôles sont inversés et c'est ça que je trouve magnifique dans cette action. Et c'est pour ça que je voulais le noter parce que voilà, c'est une action qu'on n'a pas l'habitude de voir quand les rôles comme ça sont inversés. Et surtout, cette passe de Cedric Wilson de 21 yards alors que c'est un receveur, elle est juste pépite. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai été émerveillé par cette action. Non, et elle était pressentie pour être dans les top actions du week de ce que j'ai vu. Mais en tout cas, voir une action de New Orleans, ça fait plaisir. Bon, on va passer à notre MVP, et je crois que là on est unanime. Je crois que c'est la deuxième fois de l'année, on est unanime sur MVP. Mais bon, on va reparler de lui. Comme la semaine dernière, Josh Allen, c'est fou. Le maître à jouer de ces Bills qui sont si impressionnants et toujours aussi dominants face aux gros. On l'a vu donc ultra dominant dans cette victoire 48-42. Qui ressemble à un score de BetClick Elite. C'est ça. Juste pour donner les stats, 23 sur 34. Bon, là, on se dit que c'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste les Lions en face, qui est quand même censé être une grosse défense. 362 yards à la passe, 2 touchdowns à la passe, 11 courses, 68 yards et 2 touchdowns au sol. C'est juste fou de la part de Josh Allen qui enchaîne les masterclass semaine après semaine. Ouais, il est dans des standards hors normes depuis 3 matchs maintenant. Il est un niveau de scoring et surtout une efficacité remarquable. C'est lui qui porte ses Bills sur ses larges épaules et c'est lui qui est surtout en ultra favoritisme pour obtenir ce trophée de MVP. Ah bah là, franchement, on avait ce débat la semaine dernière. Est-ce qu'il est vraiment numéro 1 ? Je pense que là, il nous a fait taire, parce que là, pour moi, Lamar est en dessous. Lamar est en dessous et c'est surtout est-ce que ce serait pas enfin son heure, lui qui attend depuis un moment d'enfin être reconnu à sa juste valeur.
Et maintenant, c'est bien beau les trophées de saison régulière. Maintenant, il va falloir assumer en playoff. Là, il va falloir assumer, oui, exactement. Voilà, une mention honorable également à Davante Adams. Il était dans nos discussions pour savoir qui on allait mettre en MVP du week. Mais voilà, Davante Adams et deux touchdowns face aux Jaguars. Et puis, on l'a montré de très belles actions. Franchement, on a retrouvé un beau Davante Adams qu'on n'avait pas vu dans ce début de saison. Je rappelle qu'il est parti au mois d'octobre. Il a fait la transition Raiders-Jets pour justement avoir cette association exceptionnel avec Aaron de prestige avec Aaron Rodgers, et ça marche. On rappelle une époque de Green Bay. C'est ça, et ça marchait pas au début, ça a vraiment pris du temps à s'enclencher, et là la machine est en route et ça marche plutôt bien. Ouais, parce que c'est encore un gros bordel à New York. Ouais, bah c'est ça. On le sait, là-dessus les franchises new-yorkaises, c'est pas leur année. Ouais. Et on va voir les ajustements qui vont être mis en place, mais c'est peut-être un peu tard pour trouver des ajustements, sachant qu'Aaron Rodgers ne risque pas d'être concerné. Là, ils sont 4-10, les Jets, donc très mauvaise saison. Bon, voilà, ils peuvent faire en 7-10, c'est quand même une saison catastrophique pour les Jets. Val, je te propose qu'on aille du côté du college football, de la NCAA, parce qu'on a eu... c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure du college football time de Flo. Le college football time, cette fois-ci spécial Heisman Trophy, parce qu'on a, ça y est, celui qui va être le numéro 1 potentiel, enfin oui, qui va être le numéro 1 de la prochaine draft NFL, et qui est le numéro 1, en tout cas, le MVP de cette année de college football. Flo va vous en dire plus. Samedi soir a eu lieu la remise des prix de l'Heisman Trophy, le trophée décerné aux meilleurs joueurs de la saison régulière de college football. Cette année, l'édition a été très intéressante, très disputée. On n'aura pas vu que des quarterbacks. Assez de coutume dans les trophées, que ce soit en ligue de football professionnel ou en ligue de football universitaire. Ce sont les quarterbacks qui trustent les premières positions des classements des meilleurs joueurs de l'année, que ce soit le MVP pour la NFL ou l'Heisman Trophy pour la NCAA. Le quarterback étant un petit peu le maître à jouer de l'équipe, il a généralement un petit peu ce statut de meilleur joueur de l'équipe. Cette année, le trophée n'est pas allé à un quarterback, c'est Travis Hunter, le joueur de Colorado dont on a déjà beaucoup parlé, qui a remporté le trophée. Donc Travis Hunter, sa particularité, c'est qu'il peut évoluer à la fois au poste de cornerback avec les équipes défensives et il peut jouer avec les équipes offensives au poste de receveur, ce qui le fait participer quasiment à toutes les actions du match. Travis Hunter devance Ashton Jeanty, le running back de Boise State dont on a beaucoup parlé cette année. Ashton Jeanty, c'est aussi un talent générationnel à son poste. Les votes ont été très serrés jusqu'au bout. Ashton Jeanty, cette saison, c'est des chiffres phénoménaux. Il a à peine 20 ans, c'est sa deuxième saison universitaire. Il a couru pour plus de 2400 yards. D'ailleurs, bonne nouvelle pour les fans d'Ashton Jeanty, on pourra le revoir dès la semaine prochaine puisque les playoffs commencent et Boise State est qualifié notamment grâce à sa saison phénoménale. On va peut-être aller chercher le record all-time en ligue universitaire du coureur qui aura le plus engrangé de yards, dépassant l'un des plus grands running backs de l'histoire, Barry Sanders. Hors de ce record depuis 1988 avec 2638 yards. On retrouve Dylan Gabriel en troisième position. Ancien quarterback des Sooners maintenant à Oregon a fait une saison exceptionnelle. D'ailleurs, Oregon va entamer les playoffs, eux aussi qualifiés en première position. Quatrième position, on retrouve Cam Ward qui a perdu très gros. Cam Ward, c'est le quarterback des Miami Hurricanes. Et en cinquième position qui complète le top 5, c'est l'autre running back, comme je vous l'annonçais, Cam Skateboom, évoluant dans l'équipe surprise de cette saison, les Arizona State Sun Devils. Et Cam Skateboom, c'est un peu un personnage sulfureux de la ligue universitaire. Il se considérait même d'ailleurs avant l'annonce de l'Heisman Trophy comme le meilleur running back comparé à un Ashton Jeanty. En tout cas, Travis Hunter en remportant l'Heisman Trophy confirme également qu'il sera sans aucun doute le premier choix de la draft 2025. C'est à savoir alors quelle équipe voudra miser sur Travis Hunter, le talent générationnel pouvant évoluer à deux postes, que ce soit peut-être chez les Giants comme annoncé ou chez les Las Vegas Raiders. Merci Flo pour ce récap. Toi, t'avais un petit mot là-dessus, je pense, Val. Tu voyais plutôt Ashton Jeanty dans les nommés, enfin en tant qu'MVP. Ouais, c'était un running back que j'avais quand même pas mal surveillé cette saison. Il m'a quand même beaucoup impressionné. Il a des stats plus qu'impressionnantes avec plus de 2000 yards à la course. Mais finalement, c'est Travis Hunter donc, qui a remporté le trophée. Ça a été le plus petit écart de vote depuis 9 ans pour le Heisman Trophy. Donc ça on dit juste long sur le niveau de jeu de ces deux hommes. Et on le rappelle que du coup Hunter c'est juste un joueur polyvalent qui peut évoluer autant au poste de cornerback que de wide receiver.
Donc c'est quand même une arme qui va être létale donc pour NFL, une de ses futures franchises NFL. Ouais, bah de toute façon les deux là on va les revoir l'année prochaine en NFL et comme tu l'as dit ça va être létal, hein. Je pense que là ça va faire du bien aussi. Exactement. On va passer nous à la course au rookie de l'année en NFL parce que là il y a un beau duel, enfin est-ce qu'il y a vraiment un duel Val entre Jayden Daniels et Bo Nix. Jayden Daniels a quand même fait le taf, hein. On peut dire qu'il y a un beau duel. Pas mal. Mais non, Jayden Daniels a quand même beaucoup avancé dans cette saison, notamment avec les résultats. Il qualifie son équipe en playoff largement, là où quand même Bo Nix est en passe de faire la même chose. On rappelle qu'il vient de dépasser les Rams et qu'il est donc deuxième de division, juste derrière les Chiefs. Et ils sont tous les deux en 9-5. Ils sont tous les deux dans le même bilan, les Commanders et les Broncos. Ouais, exactement. Donc honnêtement, les Broncos mettent un dernier coup d'accélérateur. Ouais. Et pourquoi pas aller taquiner ce trophée de offensive player, rookie of the year. Ouais. En tout cas, Bo Nix, lui, a des stats plus que corrects. Si tu les as sous les mains. Là, je vais parler face aux Colts, mais face aux Colts, ça a été très très mitigé. 3 touchdowns pour 3 interceptions, 60% de passes réussies quand même. Et son bilan de la saison, et pour un rookie, je trouve que c'est pas mal. 2972 yards à la passe, 20 touchdowns, 11 interceptions, c'est peut-être ça qui pêche un peu. Et 63,6% de passes réussies. C'est des beaux standards. Le pourcentage est bon maintenant. Ouais. On le sait pour un quarterback. Prétendre à un trophée offensif, il faut moins d'interceptions. Et il faut être plus décisif dans les grands moments, chose que n'est pas forcément encore. Enfin, il n'est pas encore dans ça, ouais, bien sûr. Mais encore une fois, c'est un rookie qui était très peu attendu quand même cette année et qui nous prouve bien le contraire et qui, pour moi, a relevé les Broncos. Enfin, c'était une équipe des bas-fonds de la ligue et au final, aujourd'hui, ils vont aller au play-off. Ah, bien sûr, mais de toute façon, c'est pas pour rien qu'il y a cette compétition entre les deux. Ce sont deux quarterbacks qui ont emmené leurs deux franchises sur le. Ils les ont mis sur le dos et ils sont partis en direction des play-offs. Et puis on pourra quand même parler de Jayden Daniels parce que sa saison est juste folle avec les Commanders. C'est lui le favori. Ouais, c'est lui le favori ultime. Franchement, on voit pas comment ça peut lui échapper. Et pareil que Bo Nix, hein, il a aussi porté Washington sur ses épaules cette année pour aller chercher les playoffs. 3045 yards à la passe, 17 touchdowns. C'est moins que Bo Nix, mais par contre au niveau du pourcentage, 70,5% de passes réussies, c'est très très propre et seulement 6 interceptions. Contre 11 pour Bo Nix, donc là il n'y a pas photo quand même. C'est là où on se retrouve quasiment dans les standards d'un quarterback expérimenté de la ligue. C'est ça. Même Mahomes n'a pas autant de pourcentage de... Exactement. Enfin, après Mahomes n'est pas dans la meilleure saison de sa carrière. Bien sûr. Mais c'est surtout que c'est une personnalité clivante, Daniels. Ouais. Il a eu des moments forts dans cette saison. On se souvient de son Hail Mary fantastique. Peut-être l'action de l'année, hein. On se souvient de quand il trash talk sans cesse. C'est vraiment une personnalité et c'est ce qui fait parler de lui. Et c'est ce qui joue aussi dans la balance. Quand t'as une star qui émerge comme ça, t'es en train de te dire juste waouh. Et en fait, ça va complètement éclipser les premiers drafts que sont Caleb Williams. Et il est en direction de sa première distinction NFL. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, au-delà de la personnalité, si on revient sur son style de jeu, c'est l'un des quarterbacks les plus complets de la ligue. Et en fait, c'est ce qu'on demande aujourd'hui dans le foot américain et aujourd'hui en NFL, c'est d'avoir ces quarterbacks complets qui savent aussi bien être bons à la passe qu'au sol, à la course, chose que sont Josh Allen est en train de le devenir de plus en plus, et c'est notamment pour ça qu'il va peut-être être MVP. Lamar Jackson qui est double MVP en titre, et on sait pourquoi, hein, c'est parce qu'il a cette complémentarité. Aujourd'hui, tu te rends compte que des mecs comme Aaron Rodgers, ça ne peut plus exister dans la ligue. C'est ce que tu te rends compte. Des jeunes aujourd'hui ne peuvent plus arriver en NFL et dire je ne suis bon qu'à la passe. Ouais. Quand ils sont quarterbacks, c'est impossible. Aujourd'hui, on te demande d'être bon partout. C'est le nouveau football, enfin c'est le football américain moderne, quoi. Ouais, ou alors c'est un petit peu c'est les époques qui changent. Là, on avait des talents générationnels comme l'était Brady ou encore Rodgers. Et Brady, Rodgers, on se rappelle, mais c'était beaucoup plus à la passe qu'à la course. Bien sûr, c'est là où je te dis que les époques diffèrent et varient. Là, on voit c'est un jeu beaucoup plus athlétique. Enfin, ça a toujours été athlétique, mais ça l'est beaucoup plus.
il y a beaucoup plus de commotion cérébrale, d'impact fort, puissant, de débauche d'énergie. Les athlètes deviennent des vétérans plus rapidement. C'est ça. Allez, on passe au week 16 avec nos pronos habituels, évidemment. Et là, à partir de ce week 16, ça va être un match par jour, comme on l'a dit tout à l'heure, toute la période de fête, donc toute la fin de saison. En fait, on va avoir ces matchs une fois par jour. Disponible en clair sur Netflix. C'est ça. Exactement, c'est un petit peu le Boxing Day de la NFL, comme on pourrait le connaître en Première Ligue du côté du football. On passe directement aux Broncos face aux Chargers. Ce sera le vendredi 20 décembre, le jeudi soir plutôt pour les Américains, le TNF. Donc tu vois qui s'imposer, sachant que c'est compliqué parce que c'est un match qui va être décisif pour la place de playoff dans cette AFC West. Ultra décisif. Et Denver ne doit pas perdre. Oui. Mais Denver va perdre. Mais Denver va perdre. Ce sont les LA Chargers qui vont s'imposer dans cette confrontation, selon moi. Moi aussi, je te rejoins là-dessus. En plus, c'est à LA, donc on connaît les Chargers quand c'est chez eux, c'est quand même compliqué de les battre. Et là, il faut qu'ils se relèvent. Qu'ils se relèvent de cette défaite-là ce week-end. Donc ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le droit à l'erreur et ils affronteront les Denver qui seront un adversaire direct. Exactement. On a les Texans face aux Chiefs. Beau match, belle confrontation quand même, mais sans potentiellement Patrick Mahomes. Je vois quand même les Chiefs s'imposer, mais de très peu. Moi, je vois Houston s'imposer dans ce match-là, parce que tout simplement, je pense qu'il va y avoir des décisions fortes qui vont être prises. Kansas ne joue plus rien. Kansas ne doit pas se mettre en danger, alors ils sont déjà fait très peur le match dernier avec la sortie sur blessure de Patrick Mahomes. Je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Ouais, je pense aussi, mais je vois quand même les Chiefs s'imposer parce qu'il y a quand même cette équipe ce collectif qui est assez fort, et on sait que Houston, il manque cette régularité cette saison pour pouvoir prétendre à gagner tous les matchs. Donc voilà, c'est juste pour ça que je vois plutôt les Chiefs. On a les Steelers face aux Ravens, gros match de cette week, revanche. Aussi, parce qu'on se rappelle du Ravens Steelers à Pittsburgh, qui était très défensif, qui s'est joué qu'avec les kickers. Je vois quand même les Steelers. Je vois quand même les Steelers regagner ce match avec un très bon Chris Boswell. Et moi je pense que les Ravens vont rester sur leur lancée du dernier match et vont s'imposer. Donc ils vont prendre leur revanche face à Pittsburgh. Pour moi oui, parce que c'est à Baltimore cette fois, et ça va juste être un tout autre match, et les Ravens vont devoir gagner ce match parce que honnêtement ils ont suffisamment été défaits cette saison pour perdre face à un candidat direct. Encore une fois, c'est un moment décisif pour la place au playoff, donc là Baltimore ils n'ont pas le choix, mais c'est compliqué. En vrai, je suis très mitigé. Tu pars sur Baltimore, je pars sur Pittsburgh, comme ça, voilà, ça fait 1 contre 1. Les Patriots face aux Bills, est-ce qu'on en parle ? Ça va être les Bills. Logiquement, à Buffalo en plus. À Buffalo, il y a une petite hésitation si c'était dans l'antre des Patriots. Évidemment pas du tout. Les Bills. Voilà, les Lions face aux Bears, il y aura Caleb Williams, mais est-ce qu'il va pouvoir être au niveau de battre les Lions qui viennent de perdre ? Je ne pense pas. Non, honnêtement, est-ce qu'il y aura grand monde du côté des Lions aussi ? C'est ça aussi la question. Ouais, mais ça commence à se compliquer sérieusement. Mais pour moi, les Bears sont trop faibles. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, le prochain gros match des Lions, je pense qu'ils vont le perdre. Parce qu'avec autant de blessures, ça va être très compliqué. Jared Goff, il va pas pouvoir faire de miracle. À voir si les alternatives vont être trouvées. On sait que cette saison, ils n'étaient pas attendus non plus à ce niveau-là. Tu vois, Montgomery, le travail qu'il a fait cette saison, tu l'enlèves, c'est comme si tu enlevais Barkley des Eagles. Pour moi, c'est le même délire en fait. Non, parce que à Philly, il y avait une Barkley dépendance. Là où Montgomery, il y avait quand même, il y a Sam Brown, il y a Gibbs, il y a tous, il y a Laporta, il y a quand même des monuments offensifs. Bien sûr, importants. Mais Montgomery était une pièce tellement importante de ce puzzle que si tu l'enlèves, je pense que ça déséquilibre tout. Il était bon à la course, il était bon à la passe aussi. On sait que Dan Campbell aime bien ces petits systèmes-là. Ouais. C'est sûr que c'est une perte qui est à déplorer côté du Michigan. Il sera pas là pour les playoffs, on le rappelle également. On aura également les Rams face aux Jets. Donc voilà, je pense que les Rams ça va le faire. C'est à New York quand même, mais bon, à New York ça gagne rarement cette saison.
Donc toi tu Non, penses moi les je Rams. pars sur les Rams. Ok, bon, on est d'accord là-dessus. Les Eagles face aux Commanders, c'est aussi une revanche. Ils se sont déjà affrontés cette saison. Philadelphie, hein. Washington risque de les embêter, mais je vois bien Ouais. Philly là-dessus. Bah, quand tu vois comment Washington arrive à se compliquer la tâche face aux Saints, face aux Eagles, ça va être compliqué quand même. Non, c'est sûr. Des Eagles qui carburent autant. C'est sûr, et surtout, ils doivent bien se préparer pour les playoffs, donc les Commanders seront un bon test. C'est ça, parce qu'ils sont pas encore assurés, les Eagles, d'être numéro 1 de la conférence NFC, donc il va falloir continuer de gagner des matchs, contrairement aux Chiefs, même s'ils sont pas encore numéro 1, ils peuvent se permettre de perdre 1 ou 2 matchs. On a les Vikings également face aux Seahawks. Est-ce que les Seahawks vont pouvoir ressortir la tête de l'eau? Parce que là, ils prennent une petite claque quand même face aux Packers. Ouais, c'était pas un match qui devait perdre, mais cette fois-ci, je vois Minnesota l'emporter encore une fois. Est-ce que c'est pas la marche qui est un peu trop haute pour les Seahawks? Je pense. Je pense, et au-delà de ça, je comprends pas cette équipe des Vikings. Je me tue à le dire depuis des semaines et des semaines, mais je n'arrive pas à comprendre cette équipe qui gagne à chaque fois dans la douleur. Ouais. C'est à chaque fois pas esthétique, rien de beau, de propre, mais ils gagnent. C'est ça qui est fou. Donc en fait, cette équipe de Minnesota, je trouve, est impronosticable. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Non, c'est une équipe qui est vraiment, je pense, sûre de ses armes. Ouais. Et qui vraiment joue là-dessus. Elle va aller aux playoffs, ça on le sait. Mais comment ils vont réagir aux playoffs en fait? En termes de coaching et d'importance de plays à des moments clutch, ils ont toujours répondu présent. Et c'est une équipe qui va juste qui va faire peur en playoff parce que c'est justement ils sont trop ajustables facilement. Ouais, c'est ça, ils sont imprévisibles. Exactement. C'est ça, donc ça va faire peur aussi aux équipes. Donc on voit tous les deux les Vikings l'emporter. Les Dolphins face aux Niners, je vais te faire plaisir. Je vois Miami l'emporter, c'est à Miami. Et les Niners, ça va les plonger dans une crise qu'on n'a pas connue depuis des années à San Francisco. Donc voilà, je vois les Dolphins. Un peu de soleil en Floride, je te suis là-dessus. Et là, ce serait dramatique. Là, je pense que s'il y a défaite à Miami, tout le monde s'en va. Ouais, ça risque de... Ah, tu parles à Miami? Non, s'il y a défaite à Miami? Non, s'il y a défaite à Miami, mais du côté des Niners, je vois franchement tout bouger. C'est impossible de rester comme ça, en fait. Oui, ben, je vais te dire que même des deux côtés, hein, parce que Miami, s'ils perdent ce match-là, ils font une saison blanche après avoir participé aux playoffs, c'est un peu... Et puis l'an dernier, ils n'étaient pas non plus dans les derniers les prétendants au titre. Ouais, bah bien sûr. Ils étaient quand même... sur les Chiefs qui étaient beaucoup trop forts, mais je pense qu'ils auraient pu passer au moins un tour. Ils auraient pu passer un tour, effectivement. Le lundi, on aura les Bucks face aux Cowboys. Beau petit duel. Je vois quand même Tampa Bay l'emporter, rester sur cette petite série. Toi aussi? Ouais, je vois les Bucks s'imposer sans complication. Bon, et puis le jour du réveillon de Noël, on aura un petit Green Bay Packers face aux Saints. Pas mal. On mange bien, quoi. Non, ça va. À côté de la dinde, ça risque d'être parfait. Et on espère un touchdown sur la bûche. Exactement, et un beau touchdown de Jordan Love, j'espère. Non, bien sûr. Et puis victoire de Green Bay va s'imposer dans ce match-là. Ouais, toi aussi tu penses ça? Ouais, je vois pas. En plus, c'est au Lambeau Field, encore une fois. La série de Green Bay est juste folle. Enfin, la saison de Green Bay est juste folle et sous-cotée, à mon avis. On en a beaucoup parlé dans cette émission, mais si on regarde d'autres émissions, si on regarde d'autres médias, Green Bay est tellement sous-coté, est tellement sous-estimé par rapport à ses qualités, quoi. Ben parce que finalement, il reste que 3ème de conférence. Et c'est eux d'ailleurs. De division, pardon. Et c'est eux d'ailleurs qui empêchent les Vikes d'être obligatoirement qualifiés en playoff. C'est vrai. Parce qu'il y a Green Bay dans le rétro. C'est vrai, ils sont avec les Lions également et ça se complique dans cette division. Mais quand même, 3ème de division en 10-4. Comment tu peux faire mieux en fait? Oui, bien sûr. C'est ça qui est fou, donc c'est pour ça que c'est une équipe assez sous-cotée. On a fait le tour de cette week 16 qui va arriver maintenant. Et il restera plus que 3 matchs et c'est peut-être la dernière fois qu'on se retrouve dans ces locaux. Ça va être les fêtes de fin d'année. Alors avec Corentin et toute l'équipe de Endzone, on vous souhaite un merveilleux réveillon. Et nous, on se retrouve donc cette fois-ci pas au même endroit, pas à la même heure et pas le même jour. On vous tiendra au courant, ce sera certainement en visio et on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Merci Corentin, merci à tous, merci à la régie et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde.